C'est l'écho d'une révolution vieille de plus de 50 ans, avec ce blocus économique qui fige l'île de Cuba depuis plus d'un demi-siècle. Ici, le temps s'est arrêté dans les années 50. Dans ce pays où l'éducation, la santé et les transports sont encore gratuits, la population vit tant bien que mal. Les Cubains sont lassés de vivre dans une pénurie chronique avec des salaires mensuels qui ne dépassent pas les $30. Dans ces conditions, pas facile d'améliorer l'ordinaire. Lutter et inventer, telle est la devise de Cuba. Ou comment mettre du beurre quand il n'y a plus d'épinards, et tant pis si pour ça, il faut franchir la ligne jaune et oublier quelques rêves en route. Nous sommes avec Eduardo et sa Pontiac jaune des années 50. Elle avance encore, autant que la Révolution. Les pièces de rechange n'existent plus depuis bien longtemps. Une antiquité qui est devenue au fil du temps une véritable histoire de famille. Mon père était le premier propriétaire de cette voiture. Aujourd'hui, c'est moi. Mon père était le chauffeur du gouvernement. Et maintenant, c'est ma voiture. C'est bien. En plus, elle est d'origine. Et pour moi, c'est ma fierté. Car il n'y en a qu'une seule à Cuba. Comme tous les Cubains, Eduardo Migallo a travaillé pour l'État. Mais depuis peu, le gouvernement autorise les artisans à devenir leurs propres patrons. Alors son rêve est devenu réalité. Maintenant, c'est possible pour les particuliers comme moi de faire du business. À l'exemple des cafétérias, des restaurants, des locations d'appartements ou comme mon taxi. Et pour payer mes taxes tous les mois au gouvernement, je n'ai aucun problème. À 2 pas du Malecón, le quartier historique de La Havane avec ses touristes, son marché, sa cathédrale et ses restaurants du peuple réservés exclusivement aux anciens travailleurs méritants. Ici, les repas sont quasiment gratuits. Et avec sa maigre retraite, à 72 ans, l'occasion est bonne pour cette ancienne institutrice de venir s'alimenter. Ici, on a suffisamment pour payer, parce que c'est un restaurant normal pour nous Cubains. Vous savez, ils ne prennent que 5 centimes d'euros. Et en plus, on a des facilités. Comme à chaque Cubain, l'État donne une carte de rationnement, la Libreta, à condition d'acheter dans un magasin d'État. Elle garantit aux Cubains des prix abordables, mais les fruits et les légumes arrivent rarement jusqu'à la Libreta. C'est un grand problème, parce qu'ici, il y a un mauvais fonctionnement. Les gens ont peur de parler, même si c'est bien ou si c'est mal. Ici, c'est la réalité cubaine. On peut voir ce qui se passe, comment ça fonctionne. Mais les gens ont peur de parler, très peur. Beaucoup peur. Non, ça bien, ça bien. La théorie est muy buena, La théorie est bonne, mais la pratique au quotidien ne marche pas. Les personnes défavorisées ont besoin de plus d'unité, de changement, mais de façon progressive, lentement. Lento, pero se necesita más unidad abajo. Le problème ne vient pas d'en haut. Vous savez, ce n'est pas la tête, c'est la base. Par exemple, ici, il y a la possibilité d'avoir une route. Mais grâce aux locations privées d'habitation, ils peuvent aujourd'hui restaurer et réhabiliter l'architecture. Avant, ce n'était pas possible. Maintenant, c'est possible. C'est une grande amélioration. On voit un avancement en comparaison des années passées, comme en 1980 durant la période spéciale. Maintenant, tout change.
On doit mettre en avant l'agriculture principalement, car il y a beaucoup de possibilités, de performance et donc de s'en sortir par le haut. Si vous voulez des fruits, il faut aller dans un marché libre. Depuis 18 ans, l'État autorise les agriculteurs à vendre leur excédent de production hors des magasins d'État. Et ici, les prix peuvent parfois réserver de bonnes surprises, même pour des Cubains. La livre vaut 4 pesos. Et là, il y en a pour 2 livres. C'est moins de 30 centimes d'euros. Ça, ce sont des produits de la campagne qui sont amenés à la ville pour que les gens aient accès aux produits locaux. C'est vraiment abordable. Dans ce pays où l'on vit sous le regard de tous, et d'abord sous les yeux de la police, où un rien suffit de faire de vous un contre-révolutionnaire, vivre dans la lumière est un luxe que bien peu ont l'occasion de s'offrir. Et pourtant, dans ce pays en pleine mutation, au détour d'une rue, c'est la surprise. Une rencontre pour le moins surprenante. Un signe de changement dans un pays où jadis, les homosexuels, les travestis étaient rejetés. C'est nouveau pour vous ? Oui, c'est nouveau. C'est nouveau pour nous, cette situation. Ici, c'est le quartier gay de la Havane. Ici, c'est le Las Vegas. C'est possible pour vous d'être en couple Oui, c'est possible. C'est possible à Cuba d'avoir une relation de couple. Une tolérance, certes, mais qui a encore ses limites aujourd'hui. La police n'accepte pas les gays. Si moi et mon petit ami on s'embrasse, la police nous arrête. Nous sommes avec l'économiste cubain, le docteur Cordovi. Lui ne décolère pas contre cet embargo qui n'en finit pas. Un blocus contraignant et de plus en plus difficile à supporter. Il faut dire que nous avons beaucoup d'échanges commerciaux avec les États-Unis et beaucoup de problèmes avec le commerce. On doit payer cash, en monnaie sonnante et trébuchante, avant chaque opération commerciale. Une situation de plus en plus intenable. Face aux difficultés économiques, le gouvernement a de plus en plus de mal à assurer l'ordinaire et pour s'en sortir, le régime devra compter avec de nouveaux partenaires venus de l'extérieur. Et parmi ces partenaires, Jean-Pierre Blanc, un entrepreneur atypique, humaniste, conscient aussi que l'ouverture cubaine ne se fera pas à n'importe quel prix, car ici, il ne faut pas être trop pressé. L'État cubain fait confiance à une PME française, d'abord parce qu'on a pris le temps. Ça fait plusieurs années que nous venons, chaque année, nous discutons, nous essayons d'examiner les différentes possibilités. Donc beaucoup d'entreprises se seraient désespérées. Nous non, parce que ce qui nous intéresse, c'est de faire un développement avec les hommes qui nous correspondent et dans lequel on s'identifie. Et moi, je trouve qu'ici, les personnalités que nous avons croisées, rencontrées, ont beaucoup de finesse, beaucoup de dignité, beaucoup de qualité intellectuelle. Et nous nous enrichissons en participant à ces programmes de co-développement. Donc, pour moi, c'est vraiment ce travail de fond que nous avons mené qui donne la confiance dans notre travail à la fois technique et à la fois de commercialisation de façon différente.
Petit détour à la Foire internationale de Cuba pour une rencontre opportune avec le vice-ministre du commerce extérieur. Café Malongo. Ah, Malongo. Voulez-vous goûter un café de la zone de Yateras? Un café de Yateras? Después de la visite. Bonjour, Monsieur le ministre. C'est important pour vous de promouvoir les produits cubains à travers le commerce français. Oui, clairement. C'est une réalité. Quel meilleur exemple, une production cubaine. Une commercialisation cubaine à travers une entreprise française. Et ça peut se répéter de façon différente. C'est important. C'est extrêmement important la collaboration avec l'État cubain. Gracias. Buenas tardes, soy ministro, un gran placer encontrarnos. Francia hay un partenariato stratégico, no solo en Europa. Sí, la francophonie. Nous sommes à 1000 km au sud de la capitale, à Santiago de Cuba. 10 ans que notre torréfacteur sillonne l'île en quête des meilleurs arômes. Pour Jean-Pierre Blanc, Cuba, c'est la promesse d'une nouvelle ouverture. Aujourd'hui, avec les petits producteurs de café qui sont concessionnaires de leurs terres, le monde change, la porte s'ouvre, le développement va se faire avec les petits producteurs, organisés en coopérative, et nous allons apporter cet appui d'augmenter la productivité avec une agriculture biologique caféière plus élevée, à développer bien sûr l'agriculture vivrière, à participer dans les coopératives à l'écotourisme sur les anciennes plantations françaises et à aider à restaurer une partie du patrimoine de cette région qui a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, pour les autorités, l'avenir du pays passe avant tout par un retour à la terre. À 72 ans, Ramos Arias fait partie de ces petits producteurs sur lesquels le régime cubain compte pour relancer l'agriculture. Lui n'attend plus rien de l'État. C'est surtout le manque de main-d'œuvre qui l'inquiète, car pour Ramos, la relève risque de ne plus être assurée. Pour moi, fondamentalement, le café, c'est une économie qui apporte des devises. Mais qui demande un vrai savoir-faire. Un savoir-faire qui s'est perdu avec les anciens. Aujourd'hui, l'État essaie de mettre en place des solutions ou des mesures pour relancer la production de café. Está buscando tomar medidas para desarrollar la producción de café. Por aquí. Creo que esta producción se puede aumentar. Fundamentalmente, estamos hablando del café. Y aquí prácticamente el café lo estamos... La production, ce sont nous les vétérans qui la faisons. La juventud no quiere saber, mucho de la juventud no quiere saber lo que... Les jeunes ne veulent rien savoir du travail du café et de l'agriculture. Les jeunes pensent que c'est trop pénible. Mais moi, je pense que c'est un mauvais choix et qu'ils sont dans l'erreur. L'État doit prendre des mesures, car l'agriculture ne doit pas être abandonnée. L'agriculture, de toutes les façons, on ne peut pas l'abandonner. Surtout le café. Une crise des vocations que nous confirme cet étudiant de 22 ans qui a quitté sa province pour étudier les langues à l'université de La Havane. Pas de doute, travailler la terre aujourd'hui n'intéresse plus les jeunes. La raison pour laquelle on n'aime pas trop l'agriculture, c'est parce que c'est un travail qui exige beaucoup d'efforts physiques.
Je crois que les salaires, alors de payer, il faut avoir un équilibre entre ce qu'on fait et les salaires pour se motiver, pour que la personne ait la motivation de travailler là. Parce que c'est un travail vraiment fort. Et si on n'a pas l'équilibre dans l'économie et les salaires et le travail, ça ne vaut pas la peine. Les jeunes ont tendance à vouloir aller à la ville pour mener une autre vie qui semble plus facile d'un premier abord et qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile, qui amène plus de pauvreté. Et donc peut-être le programme que nous mettons en œuvre, c'est à la fois une idée de faire une agriculture biologique, responsable de l'environnement, avec des qualités de produits très grandes, qui permettent de fixer les jeunes populations dans une modernité rurale. C'est-à-dire que la campagne ne doit plus être quelque chose de ringard, ne doit plus être quelque chose d'archaïque. La campagne aujourd'hui, comme on le voit, nous, le retour au local, le retour à la production de produits de qualité dans les campagnes, eh bien, à Cuba, il faut produire, à mon avis, le même schéma pour que ces jeunes, qui sont tous éduqués, parce que c'est là encore un phénomène assez extraordinaire sur cette île, c'est qu'il n'y a pas un paysan qui n'ait pas le niveau du baccalauréat, et aujourd'hui, tous les jeunes sont formés à l'université. Donc, leur rêve, c'est un rêve extérieur, alors qu'ils ont sous la main à la fois le climat, mais surtout un mode de vie complètement différent, qui, s'ils s'intègrent dans une réalité économique moderne, leur permettront d'aider au développement de leur île. Malgré le maintien des fermes d'État, aujourd'hui la place est cédée aux petits producteurs. Le compte à rebours a commencé. Rien que cette année, c'est plus d'1 million d'hectares en usufruit que le gouvernement a distribué pour relancer l'agriculture. Et ce n'est qu'un début. Alors, dans ces montagnes de la Sierra Maestra, qui a vu naître la Révolution, serions-nous en train d'assister à la disparition progressive de l'économie d'État? Non, pas exactement. C'est le principe de chacun, selon la qualité de travail. Dans la mesure où vous produisez plus, avec la qualité, les prix se différencient et vous recevez plus. Si on fait égal avec tout le monde, on n'atteint pas la qualité. Plus d'autonomie, plus de qualité, mieux rémunérer les paysans grâce au rendement. Une alternative au collectivisme est en marche. C'est l'abandon progressif de l'égalitarisme et l'ouverture à l'économie de marché. Un moyen peut-être de faire revenir les jeunes à la campagne. L'État garde néanmoins la haute main sur la commercialisation et la distribution de ses produits. La Sierra Maestra, non loin de Guantanamo. Et dire que c'est ici que tout a démarré il y a plus de 50 ans. Un écho qui résonne comme un rappel au souvenir et à la mobilisation. Arnaldo a connu cette époque. Il était aux côtés de Fidel Castro. Chaque fois qu'il revient sur les lieux, c'est toujours la même émotion. C'est très intéressant de revoir Guantanamo, parce que ce sont mes souvenirs. Souvenirs très lointains, car à l'époque, je n'avais que 21 ans. Je venais tout juste de terminer mes études d'ingénieur des mines aux États-Unis. Ici, il y avait une perforatrice pétrolière. C'était une curiosité. Et les soldats du gouvernement de l'époque venaient de jour pour voir cette machine très novatrice. Chaque jour, il se passait des choses terribles. Rencontre avec l'historien Alfred Conesa. Pour lui, le café va permettre, au-delà des échanges économiques, de ressusciter un lien historique entre la France et Cuba. Et cela, malgré nos divergences. C'est vrai que nous avons des différences. Mais ce qui est
ce qui est extraordinaire, c'est la commune humanité que nous avons. Et là, nous sommes vraiment au cœur de ce problème, de notre commune humanité, c'est-à-dire ces valeurs. Et au moment où on parle tant, à tort et à travers, de nos valeurs en France, c'est étonnant d'entendre des hommes d'ici nous dire « mais vos valeurs, ce sont les nôtres ». Et c'est ça qui explique ce que nous sommes. Il y a eu ce qui s'est passé, on peut en discuter, mais de toute façon, il y a ces valeurs et qu'il faut effectivement remettre en avant. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est remettre ces valeurs là à leur juste place. Et je pense que ça fait partie du problème, de l'évolution de nos relations. Et de les asseoir sur des bases aussi solides, c'est assurer le succès de ces relations. Retour à la Havane, avec notre torréfacteur niçois. Il nous a donné rendez-vous dans un lieu mythique, l'Hôtel National. Ici, jadis, se sont croisés Frank Sinatra, Marlon Brando et même Al Capone. Mais la star ce soir, c'est le nouveau café tout droit sorti des plantations cubaines. Un café qui renoue aujourd'hui avec un passé commercial glorieux entre nos deux pays. Une petite boîte, résultat de plusieurs années de travail entre Malongo et les petits producteurs. C'est 10 ans de travail avec les équipes locales pour mettre en valeur le travail des petits producteurs, des anciennes plantations françaises qui vraiment avaient des notes très particulières, qualitatives, avec des variétés botaniques anciennes. Et c'est cet ensemble que l'on veut remettre en route avec les petits paysans donc, de la zone de Yatera, qui est une zone assez éloignée, mais qui produit des cafés peu acides et des cafés très pointus en termes de qualité, avec des notes de cacao qui sont absolument remarquables. Je voudrais vous présenter Alain Fauchery, qui a été... Enchanté. Aujourd'hui, pour le président Raúl Castro, le changement doit se faire dans la continuité. Pour l'heure, la remise en cause du régime castriste n'est pas à l'ordre du jour. De son côté, la population attend une plus grande ouverture, un signe qui permettrait de desserrer un étau qui pèse aujourd'hui sur plus de 11 millions d'habitants. En attendant, les Cubains n'ont pas fini de chanter les louanges de la Révolution.